Bonjour Isabelle Spiegel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'environnement, membre du COMEX de Vinci. Tiens, je démarre par ça. Est-ce que c'est important d'être présente au comité exécutif? Est-ce que ça veut dire que ces enjeux de développement durable, ils sont, de protection du climat, de la biodiversité, ils sont devenus stratégiques pour Vinci? Ah oui, évidemment. Évidemment, les enjeux sont stratégiques et la décision, effectivement, d'avoir une fonction sur l'environnement à temps plein au niveau du comité exécutif montre bien l'importance de l'enjeu, en fait. Ouais. Il est pris au niveau des instances de direction, au plus haut niveau, parce que c'est un enjeu stratégique. Ouais. Ça veut dire que votre interlocuteur direct, c'est le grand patron. Enfin, je veux juste qu'on soit bien précis là-dessus et qu'on comprenne bien ce que ça change, quoi. C'est exactement ça, oui. Je rapporte à Xavier Huillard, Ouais. PDG de Vinci. Ouais. Est-ce que vous les datez, c'est une prise de conscience, c'est un virage, vous les datez de quelle époque chez Vinci? Alors la prise de conscience du fait qu'il fallait accélérer, elle date de 2018-2019, avec d'abord une première décision qui a été de séparer quelque part la fonction développement durable en plusieurs morceaux et donc de recruter une directrice de l'environnement, en l'occurrence moi, je suis arrivée en 2019 dans le groupe, pour porter vraiment l'environnement et pour donner un coup d'accélération sur ces enjeux-là. Ça veut dire qu'on continue à piloter évidemment les enjeux sociaux, sociétaux, qui sont tout aussi importants. On est plus dans la continuité et porté par la DRH. Donc je dirais même qu'au niveau du comité exécutif, on a deux fonctions quasi à plein temps sur les enjeux de développement durable. Alors on va s'appuyer sur des enjeux de réduction des émissions de Vinci, émissions directes, scope 1 et 2, et puis émissions indirectes. D'abord, je regarde les émissions directes. L'objectif, c'est moins 40% d'ici 2030, et l'année de référence, c'était 2018. Vous en êtes où aujourd'hui ? Déjà un point d'étape. Alors aujourd'hui, on a acté le passage à l'action, donc le fait d'accélérer et de pouvoir commencer à diminuer nos réductions, nos émissions, pardon. Oui. Donc on est à moins 13% d'émissions réduites de 2018 à 2022. Je dirais qu'on est dans la trajectoire qu'on s'était fixée, en démarrant un tout petit peu plus faiblement que sur la fin, parce qu'on a aussi de l'inertie dans le fait de mettre la mécanique et la machine en mouvement. Donc voilà, on est en ligne avec cette trajectoire. Moins 40%, il est tenable, quoi. Alors il est tenable d'autant plus que la manière dont on l'a construit, c'est effectivement d'avoir fait une approche un peu bottom-up, en listant des actions, et pour chacune des actions, de se dire, ben voilà, jusqu'où on peut la déployer, combien ça nous fait gagner de réduction d'émissions et quels sont aussi les investissements. Et on a chiffré un retour sur investissement. Donc quand la décision a été prise de s'engager sur les 40%, il y a toujours une part d'incertitude, évidemment, mais je dirais que les patrons de chacun des pôles d'activité sont engagés sur cet objectif. Quel est le poste qui permet le plus d'atteindre cet objectif, et le plus efficace en quelque sorte? Ce qui est compliqué en environnement, c'est qu'il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas la botte secrète, quoi. Voilà. Ça. Donc en fait, c'est un cumul de postes. On a une grosse flotte de véhicules. Donc c'est 40 000 véhicules en France, 80 000 quasiment dans le monde. Donc effectivement, l'électrification des véhicules, ça va aider. Ça doit se combiner à de l'éco-conduite, évidemment. Ça va être sur les postes industriels. Donc on a notamment dans la production de bitume des unités industrielles. Donc là, c'est fortement consommateur d'énergie. Et donc on combine à la fois de l'efficacité énergétique pour réduire les consommations et de la décarbonation, passer à l'électricité renouvelable. L'électricité que vous consommez aujourd'hui, elle est d'origine renouvelable à 38%. Ça, c'est le chiffre 2022. Là aussi, alors tout le monde cherche de l'électricité verte, donc c'est pas si facile d'augmenter ce niveau. Comment vous faites pour sourcer l'électricité verte? Alors d'abord, on a une structuration, je dirais, au niveau des achats, et donc on mutualise, on va dire, un certain nombre d'achats pour pouvoir avoir de la capacité. Ensuite, c'est surtout qu'on démultiplie les sources d'électricité, et on a un certain nombre de sites qui autoproduisent leur électricité ou une partie de leur électricité par l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc c'est sur des usines, c'est sur nos bâtiments de plus en plus, avec une Eliof par exemple qui vient de se lancer pour Vinci Énergie. C'est dans nos concessions, donc aux alentours de nos aéroports notamment, c'est Sunmind avec une première grande installation à Faro qui a été installée et qui produit en fait des mégawatts au Portugal, depuis l'année dernière. Au Portugal, exactement. Voilà. Alors on va y revenir là-dessus. Je voudrais rester sur cette question de l'énergie renouvelable. Vinci vient de remporter un appel d'offres pour construire 3 plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne. Je crois que c'est en Allemagne. Est-ce que c'est un tournant pour le groupe, ça ? Alors, le tournant pour le groupe, c'est effectivement d'aller beaucoup plus fortement dans le domaine de la
concession d'énergie. Oui. Donc effectivement, on a des activités énergétiques depuis longtemps avec VINCI Énergie. Bien sûr, oui. On a racheté Cobra Industrial Services il y a 18 mois maintenant, qui a une capacité en fait de développement de grands projets dans le domaine de l'énergie et qu'on va garder effectivement en concession. Alors les grands projets, c'est effectivement des lignes à haute tension, c'est bien sûr de la production. Donc on a notre première aussi plateforme solaire qui va générer 600 mégawatts à Belmonte au Brésil qui arrive et qui va produire les premiers ce mois-ci. Et effectivement, ce sont des projets comme celui que vous avez cité, c'est-à-dire la conversion. C'est des plateformes énormes pour convertir le courant alternatif en courant continu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les éoliennes offshore, les éoliennes marines, c'est ça, et il faut ensuite une installation qui est, juste pour bien comprendre, qui est sur terre, qui est au sol. On ne parle pas de offshore, là, c'est ça, ou est-ce que c'est du offshore ? On a une partie qui est offshore, en fait, même, de conversion, effectivement, et donc qui nécessite... Alors c'est énorme, hein, c'est vraiment des dizaines de tonnes d'installation, et qui, effectivement, convertit le courant alternatif en continu pour gagner de l'efficacité. Hein, c'est éviter la perte de trop grande quantité d'énergie dans le transport. Ouais. Je voudrais qu'on parle maintenant du scope 3, donc les émissions indirectes. Ça engage évidemment toute la chaîne de valeur, les sous-traitants, les clients. Là, l'objectif, c'est moins 20% d'ici 2030. Par rapport à 2019, il est un peu moins ambitieux que les scopes 1 et 2. On sait que c'est important d'être ambitieux sur le scope 3. Ça veut dire quoi ? C'est plus difficile d'entraîner tous ses partenaires, d'entraîner toute sa chaîne de valeur ? Oui, mécaniquement ? Oui, et évidemment, je dirais que le scope 3, on a pris un choix d'avoir un objectif sur l'ensemble de notre scope 3, alors qu'il serait possible en fait d'en prendre qu'une certaine partie. Hein. Donc nous, on a plutôt décidé de prendre l'ensemble du scope 3. Et effectivement, l'objectif est ambitieux en étant à moins 20%, mais effectivement, le chiffre est moins important parce que c'est nos impacts indirects. Donc vous voyez bien que sur les autoroutes, on va toucher au trafic directement. Donc c'est l'impact de nos usagers sur les autoroutes, en fait. Donc aujourd'hui, on estime avoir une responsabilité et une influence à mener sur ce trafic-là, qui n'est pas complète, mais c'est par exemple de démultiplier l'installation de bornes de recharge électrique pour qu'un véhicule électrique léger puisse sans aucun problème prendre, y compris l'autoroute. Ouais, alors là aussi, je pense que la réponse est compliquée vu l'ampleur et la multiplicité des secteurs dans lesquels Vinci travaille. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où c'est plus facile d'embarquer sa chaîne de valeur que d'autres ? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile. En fait, on est un petit peu tous dans le même état d'esprit, les entreprises. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le temps de l'action aussi. Mmh. Donc, il faut avancer et il faut avancer ensemble. Il y a encore beaucoup de freins comportementaux, etc., qui fait que ce n'est pas facile de passer de quelques démonstrations exemplaires à vraiment de la généralisation. Ensuite, nous, sur notre scope 3, on s'est concentré sur certaines actions phares sur lesquelles on estime pouvoir pousser un peu plus loin aussi la démarche du secteur. Donc sur les matériaux, c'est de se concentrer sur quelques matériaux sur lesquels, par contre, si je prends le cas du béton, on travaille en partenariat avec des fournisseurs, donc de ciment, de béton, etc. Et quelque part, on construit à la fois une feuille de route commune et on tire en donnant le petit coup complémentaire qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de réduction. Ouais. Je voudrais qu'on parle de biodiversité, parce que la biodiversité, elle est pendant longtemps passée un peu sous les radars médiatiques et politiques. Ça fait peut-être quoi, depuis le début de cette décennie 2020 qu'on en parle au même titre que le climat. Il y a aussi un engagement global de Vinci sur la biodiversité. Ça rentre évidemment dans votre périmètre. Alors, il y a un engagement global sur la biodiversité. Il est difficilement quantifiable. Comparé au gaz à effet de serre, je dirais, on peut réduire et faire un calcul chaque année. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur commun évident et internationalement reconnu sur la biodiversité. Et c'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons pour lesquelles ça passait un peu sous les radars. Tout à fait. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Mais on a un objectif de tendre vers le zéro perte nette de biodiversité. Voilà, c'est un tendre vers parce qu'il faut d'abord le définir, mais ensuite qui va passer par un certain nombre de relais spécifiques. Donc, par exemple, limiter l'action de produits phytosanitaires, on a un engagement zéro produits phytosanitaires utilisés. Okay. Par exemple dans les aéroports, parce que c'est des espaces importants, les aéroports. Donc vous y êtes déjà. Il y a encore un peu de phytosanitaire dans les aéroports. En fait, on va compter le nombre de sites qui sont effectivement aujourd'hui déjà dans un engagement zéro phyto, et on est à 18 sites, je crois,
crois, sur 47, 48 plateformes. Okay. Voilà. Donc en fait, on met en œuvre des techniques mécaniques, principalement, effectivement, pour lutter contre les espèces invasives, pour tondre, etc., sans usage effectivement de produits phytosanitaires. Ça veut dire plus de travail, plus de main-d'œuvre, plus de temps passé, parce que là, vous tombez dans des logiques qui sont des logiques presque d'agriculture biologique, quoi. Oui, mais en partie. Et donc, ça veut dire travailler avec les bons partenaires aussi. Ce n'est pas nécessairement uniquement nos équipes. C'est tous les délaissés d'autoroute également. Donc oui, ça nous fait faire des pas de côté sur, quelque part, des nouvelles activités qui peuvent être aussi un bénéfice pour des nouveaux métiers, comme la renaturation, le génie écologique sur lequel on se positionne d'un point de vue business. Et alors sur les autoroutes, c'est le symbole absolu de la voiture triomphante, l'autoroute évidemment, qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité? Est-ce qu'on peut agir pour la biodiversité dans un environnement comme celui-là? Oui, alors je pense que sur la biodiversité, on a commencé par, il y a quelques années, on va dire, ou il y a 20 ans, à respecter la réglementation. Et en fait, à se rendre compte qu'effectivement, l'impact majeur sur la biodiversité des autoroutes, c'est la rupture de continuité écologique. Ouais. Donc, ça fait, je dirais, plus de 20 ans qu'on a des écoponts et qu'on travaille en fait sur le fait que les espèces puissent déjà traverser l'autoroute sans aucun problème. Donc, je dirais qu'on a effectivement un suivi et des compétences et une expérience réelle sur ces questions-là. Aujourd'hui, en 2023, on va beaucoup plus loin. Je viens de citer le mot de renaturation. Ouais. Et effectivement, on a un plan pour Vinci Autoroute de 200 actions de renaturation, c'est-à-dire pour utiliser et valoriser les délaissés d'autoroute. Vous voyez tout ce foncier qui est à côté des autoroutes. Et c'est quasiment 500 hectares qu'on va pouvoir renaturer. Alors, soit sur des hectares qui ont été imperméabilisés, des parkings, sur nos centres d'exploitation sur lesquels on se dit il y a un petit peu trop de surface, donc on peut décaper et redonner à la nature. Ouais. Soit effectivement de refaire sur les parties délaissées des poches en fait, de renaturation, de puits de carbone, de biodiversité ou encore de production de solaire. Mais là, je sors du champ de la biodiversité. Oui, au moins, on va y revenir au solaire, évidemment. Par exemple, supprimer des péages sans système de barrière, ça peut permettre de regagner du terrain, de l'espace, de revégétaliser ces mètres carrés ou ces hectares. C'est un très bon exemple, effectivement. Et on a des réalisations en fait ailleurs qu'en France pour le coup. Mais effectivement, technologiquement, on sait faire. On sait effectivement faire payer sans barrière. Qui a deux avantages, c'est de réduire la consommation liée à la réaccélération après l'arrêt en péage. Et puis effectivement, en plus de gagner de l'espace qu'on peut utiliser pour d'autres bénéfices. Alors, vous parliez des panneaux solaires. Et donc là, on va revenir aux aéroports, parce qu'il y a aussi l'exemple de Lyon. Je crois que vous avez cité Faro au Portugal. Mais alors, à Lyon, c'est... Parce qu'un aéroport, c'est une emprise au sol qui est évidemment très, très importante. Donc, ça veut dire quel potentiel solaire, en fait ? Alors, au total, sur nos plateformes aéroportuaires, donc on a un peu plus d'une cinquantaine maintenant dans le groupe, on a 1 gigawatt de potentiel solaire en production, en fait, en capacité installée. Aux abords, effectivement, des aéroports. Et ce, en respectant toutes conditions de sécurité, je dirais, parce que c'est important. Donc, on a un plan, effectivement, de développement assez massif de cette nouvelle production solaire qui va pouvoir permettre, d'alimenter nos propres besoins, en partie, ceux de nos clients, mais également en partie d'être réinjectés sur le réseau. Et donc, Lyon-Saint-Exupéry, c'est effectivement un de nos pilotes aussi en France, qui cumule plusieurs solutions et innovations environnementales, puisqu'on a les panneaux solaires, on a l'hydrogène, sur lequel, en fait, ce sera notre plateforme expérimentale. Donc, aujourd'hui, on commence déjà à utiliser de l'hydrogène pour des besoins propres. À terme, pour les besoins vraiment des autres opérateurs de la plateforme, et puis encore plus à terme pour mettre dans les avions. Alors justement, c'est une vraie question, parce que sur l'avenir de l'aviation, on en a déjà plusieurs fois parlé et débattu sur ce plateau. Est-ce que c'est cohérent d'imaginer une croissance continue du trafic aérien sans solution de décarbonation efficiente dès aujourd'hui ? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on est à 4,5 milliards, on revient à peu près au chiffre d'avant Covid. Moi, je vois des projections d'aller jusqu'à 10 milliards de passagers transportés chaque année. Est-ce que c'est cohérent, ça? Effectivement, le 100, c'est toute la clé dans votre question. Donc non, c'est pas cohérent. On a des limites physiques sur la planète. Donc en termes de concentration de gaz à effet de serre, en termes de ressources naturelles disponibles, etc. Et donc c'est bien
conscient de ces limites-là qu'on va devoir tout mettre en œuvre pour continuer à développer des activités, à faire vivre les habitants de la planète. C'est bien l'objectif commun. Donc ça veut dire que par rapport à l'aérien, oui, on a un enjeu très très fort parce que les technologies ne sont pas toutes encore disponibles. Voilà. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'opérateur de plateforme aérienne, c'est d'être capable vraiment de les mettre en œuvre dès qu'elles sont prêtes. Donc si je parle donc effectivement d'avoir des plans de décarbonation effectivement forts du trafic aérien et toujours dans cette logique de budget carbone quelque part parce qu'il y a des technologies qui arrivent un peu tard donc il faut pouvoir les substituer par des technologies plus court terme et donc je vais dire par exemple l'hydrogène arrivera. En attendant, on peut se baser en partie sur des Sustainable Aviation Fuel qui sont à base de biocarburants en fait, donc issus de déchets. Alors c'est pas pour toute la majorité. L'Europe vient d'augmenter les seuils utilisables, donc tout ça c'est important. Et donc là, ça nous permet nous de dire, en fait, sur les plateformes aéroportuaires, on est déjà capable de distribuer ces carburants puisque ça a été fait pour Glasgow, la COP26, ça a été fait à Clermont-Ferrand. Enfin, on a plusieurs aéroports aujourd'hui en France qui le proposent et qui le distribuent déjà. Oui, après, on est dans un autre souci de production de ce carburant de synthèse qui ne peut pas répondre à la demande mondiale aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre débat qui est passionnant, mais je voudrais m'appuyer un peu sur cette newsletter. Vous publiez régulièrement sur LinkedIn une newsletter intitulée « Le temps de l'action ». Et vous y dites notamment que les entreprises doivent s'appuyer sur les travaux du GIEC pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi ? Expliquez-nous. Mais je crois que le GIEC a un intérêt, c'est de faire d'abord la synthèse d'état scientifique des connaissances. Donc ça, je dirais qu'il y a des éléments qui ne sont pas nouveaux, mais par contre, on voit bien qu'il y a une urgence qui se fait de plus en plus sentir. Mais surtout, dans sa dernière synthèse, liste des actions assez claires par secteur sur les grandes orientations. Et moi, je retiens ce message-là, qu'il y a au moins 80% déjà des efforts qui peuvent être faits d'ici à 2030, je suis plutôt sur le moyen terme, avec des technologies qui sont aujourd'hui à disposition. Donc il faut à la fois continuer à préparer le futur, effectivement, et mettre en œuvre l'hydrogène de façon massive, etc., etc. Mais en même temps, il y a un tas de technologies qui sont déjà disponibles et qu'il faut vraiment s'atteler à déployer. Et aujourd'hui, c'est vraiment là, le temps 2023, c'est de dire... On est capable d'expérimenter, on a été capable de démontrer qu'on passait à l'action. Maintenant, il faut le massifier, en fait. Grâce à quoi ? Au flux financier ? Il faut que la finance s'y mette, parce que la finance, ce qu'on appelle la finance durable, la finance responsable, elle est encore ultra minoritaire aujourd'hui. Alors, bien sûr, la finance, et donc il y a la taxonomie, il y a un certain nombre de dispositifs, on va dire, réglementaires qui vont réussir à flécher de plus en plus des investissements. Mais je pense qu'après, c'est aussi la peur du changement qui parfois nous empêche d'avancer. En tout cas, dans les métiers du BTP, c'est aussi un historique de fonctionnement sur des appels d'offres, des lots, etc. Et parfois, il faut savoir faire quelques pas de côté pour oser effectivement mettre en œuvre, par exemple, une route à 100% cyclée. Voilà. Donc il y a des réalisations techniques qui aujourd'hui fonctionnent, qu'on a mis en œuvre chez nous, chez Vinci Autoroute, et qui, pour se déployer, méritent aussi d'être connues en fait. Puisqu'on parle de flux financiers, est-ce que ça veut dire arrêter de financer les nouveaux projets d'extension d'hydrocarbures, par exemple ? C'est des grandes questions. C'est comment on arrive sur la planète à tenir effectivement dans les limites. Donc je pense que ça peut aller jusque-là. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment les débats des COP là-dessus. Ce sera très intéressant d'entendre des pays producteurs de pétrole sur ces questions-là. Dans l'une de vos newsletters, vous parlez des thèmes d'atténuation et d'adaptation. L'atténuation au réchauffement, elle est encore possible. Mais c'est vrai que le gouvernement, alors c'est son rôle, quand on le voit, qui anticipe un possible scénario à plus 4 degrés, on peut se demander si le combat n'est pas déjà perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un risque. Enfin, c'est le rôle d'un gouvernement et en même temps, ça peut nous faire baisser les bras. Comment vous analysez ça ? Je pense qu'on a longtemps misé sur l'atténuation seule dans les pays européens, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les pays sur la planète. Et aujourd'hui, on est déjà témoin et victime des conséquences du changement climatique. Il faut voir les vagues de chaleur, le stress hydrique, etc. Donc, effectivement, il est temps, et c'est vraiment du en même temps, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire tous les efforts possibles pour limiter, et donc ça c'est l'atténuation, donc pour limiter le changement climatique et ses effets, mais en même temps se préparer aussi
sur le côté adaptation, puisqu'on va faire face dans tous les cas, hein, même si on coupait aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC nous dit qu'il y a certains effets qui sont aujourd'hui irréversibles. Donc il va falloir se préparer effectivement à de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Alors il y a un dernier thème qui est passionnant pour illustrer la complexité des défis environnementaux de notre époque, c'est le zéro artificialisation nette. Volonté du gouvernement de réduire de 50% l'artificialisation des sols d'ici 2030 et d'arriver à ce zéro artificialisation nette en 2050. Est-ce que c'est réaliste? Parce qu'on voit en ce moment, alors peut-être que là je suis un peu court-termiste, mais il y a une demande de construction de logements qui est très importante, et puis à côté de ça on dit zéro artificialisation. Donc est-ce qu'il y a assez de friches industrielles dans les villes? Est-ce qu'on peut assez d'immeubles à rénover? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est tenable ça? Alors, on a décidé de tenter l'expérience chez Vinci Immobilier, d'en faire un objectif stratégique pour le promoteur immobilier du groupe, et de prendre cet engagement de zéro artificialisation nette à l'horizon 2030. D'accord. Et donc, ça veut dire effectivement changer les modèles. Donc, on continue à produire, à vendre du logement, des bâtiments de bureaux, des résidences gérées, évidemment. Mais ça veut dire qu'on va se baser sur du recyclage urbain. Donc cet objectif n'est pas unique, hein. Il est doublé d'un deuxième objectif qui est de faire 50% du chiffre d'affaires au moins sur la base de recyclage urbain. Donc d'avoir accès effectivement à des friches, à des logements ou des immeubles vacants et obsolètes, et qu'on va effectivement remettre dans le modèle économique. Et ça repose bien sûr sur le concept de renaturation aussi. Donc ça c'est votre engagement, mais je repose un peu la question. Est-ce que c'est tenable, quoi? Est-ce qu'il y a assez de friches industrielles ou d'immeubles à rénover? Oui, quand on regarde les volumes, en fait, en France, on a des friches industrielles pour le premier objectif de l'État qui est divisé par 2, la partie étalement urbain. D'ici à 2030, oui, c'est à peu près grosso modo le nombre d'hectares disponibles. Ça veut dire que ça ne suffira pas. C'est qu'il faut chercher autre chose que les friches. Donc sans doute construire en montant un peu plus pour laisser de l'espace naturel. Hein. Enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Hein. C'est qu'effectivement, ce n'est pas à l'encontre du développement économique et de fournir les logements dont on a besoin en France, etc. Mais c'est de se dire le sol et l'espace naturel respectent un certain nombre de services écosystémiques, à commencer par le stockage carbone d'ailleurs, dont on ne peut pas se passer en fait. Merci beaucoup Isabelle Spiegel et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite, c'est Smart Ideas.